On oppose souvent en classe la décolonisation française, qui serait l'exemple d'une décolonisation par la violence et par la guerre. On pense en particulier à la guerre d'Indochine, et plus souvent à la guerre d'Algérie, à la décolonisation britannique, qui serait l'exemple d'une décolonisation négociée et pacifique, et on prend dans ce cas l'exemple de la décolonisation de l'Inde. Mais concernant la décolonisation de l'Inde, c'est oublier trois choses. La première, c'est que les manifestations autonomistes ou indépendantistes des années 1920-1930 sont violemment écrasées par les Britanniques. La deuxième, c'est que suite à la résolution indépendantiste prise par le parti du Congrès en 1942, la résolution Quit India, les Britanniques avaient dû se résoudre à négocier une fois la Seconde Guerre mondiale terminée. La troisième enfin, c'est que le dernier vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, face aux tensions entre les communautés qui peuplent l'Inde, a décidé de liquider l'indépendance tout en maintenant le prestige de la couronne britannique dans le monde. C'est le choix de la partition qui est fait. Créer un État musulman doit permettre de limiter les violences. C'est cette image montrant les principaux leaders de l'indépendance autour de Mountbatten qui diffuse l'idée d'une indépendance négociée et consentie. Mais la date du retrait britannique est avancée de 10 mois, les frontières entre l'Inde et le Pakistan sont tracées à la hâte, sans tenir compte des complexités locales. L'indépendance de l'Inde et du Pakistan, qui est acquise le 14 août 1947, donne lieu à de nombreuses violences, et entre 12 et 16 millions de personnes prennent le chemin de l'exil. Mais le mythe d'une puissance impériale éclairée est né, alors que les différentes décolonisations qui suivent dans l'Empire britannique se font dans la violence. En Malaisie, où les indépendantistes communistes sont des terroristes à qui l'armée britannique vient faire la guerre, la propagande diabolise les rebelles, on rafle les paysans, on détruit les cultures et les habitations, on crée de nouveaux villages, en réalité des camps, dans lesquels tout manque pour couper les relations entre la population et la rébellion. On bombarde des régions entières à l'aveugle. Mais la presse dénonce les exactions britanniques en 1952. En 1957, une fois ses intérêts économiques consolidés, la Grande-Bretagne accorde l'indépendance à la Malaisie. Au Kenya, le peuple Kikuyu se révolte et fonde un mouvement indépendantiste, les Mau Mau, qu'on décrit en Grande-Bretagne comme un peuple primitif et cruel, et qu'on réprime de manière impitoyable au nom de la civilisation. On mène la même politique qu'en Malaisie, avec des camps d'internement, qu'on qualifie plus tard de goulag britannique. En février 1960, le Premier ministre Macmillan reconnaît que le vent du changement souffle sur le continent, et dès lors le gouvernement cherche à donner l'image d'une Grande-Bretagne bienveillante qui encourage le développement et l'indépendance de ses colonies. Mais des violences ont encore lieu, par exemple à Aden ou en Rhodésie du Sud. La légende de la Grande-Bretagne, puissance décolonisatrice, est entretenue aussi par le Commonwealth, organisé à l'origine autour du Canada, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui s'élargit progressivement aux nouveaux États indépendants, donnant l'image d'une grande famille réunie autour de la reine Elisabeth II sur les valeurs de collaboration et d'échange. D'ailleurs, lors du couronnement d'Elisabeth II, on ne parle que de Commonwealth, et non plus d'empire. Tous les territoires, indépendants ou non, sont représentés et défilent en l'honneur de la nouvelle reine, qui s'engage ensuite dans un tour du monde des membres du Commonwealth. Cette politique fait du Commonwealth un instrument du rayonnement britannique, alors que le pays est sorti ruiné de la Seconde Guerre mondiale et a besoin de ses colonies pour se reconstruire. Elle a ensuite pour but de maintenir le rang de la Grande-Bretagne dans l'ordre mondial de la guerre froide.